Mallory. Alors, il y a Morgane. Mallory. Bonjour Mallory. Bonjour, Ça va? ça va bien et vous? Ça va, ça va. J'ai jardiné aujourd'hui. Je me suis rhabillée pour toi. Sinon, j'étais en maillot de bain dans mon jardin. Avec le temps, il faut en profiter. Ah, oui, j'ai un jardin qui est bien exposé. Donc, à partir du moment où il y a du soleil et pas trop de vent, ça va quoi. Ah bah, Même du travail quoi. J'ai partagé mon écran. Tu vois mon écran d'ordi? oui,
Je le vois. En fait, j'ai été sur ma boîte mail et j'ai affiché ton rapport de soins. Je propose qu'on le parcourt ensemble. Ouais, pas de souci. Ça te va? Ouais. T'as pas de nouvelles des autres? Non, là j'ai vu qu'il y avait Margot qui est connectée. Je suis là. C'est Bonjour. Margot? Oui. Ah, bonjour Margot, ça va? Bonjour, ça va et vous? Oui, ça va bien, ça va bien. En fait, ce que je vais proposer, vous avez pris toutes les trois le même patient, je pense, non? Non. Ah, d'accord, ok. Bah, écoute, Margot, donc pour le coup, je vais commencer par Malorine. Je ne sais pas si tu veux nous D'accord. rejoindre quand on a fini ou si tu écoutes quand même, parce que de toute façon, ça peut quand même te servir, je pense, les commentaires que je vais faire, même si c'est pas pour le même patient. D'accord, pas de souci, je vais rester. Ouais. Et alors, j'enregistre, donc ça va rester dans le fil de conversation. Ok. Ça va, donc vous pourrez réécouter si jamais vous avez des questions, hein. D'accord. Allez, donc on y va. Donc on a une dame âgée de 70 ans qui est entrée en urgence le 13 avril. Et donc la date de l'évaluation, c'est le 17, hein, c'est bien ça. Donc ça, je situe un peu. Je n'ai pas encore lu, hein, Malorine, je le découvre maintenant, hein. Comme je t'ai dit, j'ai jardiné. Donc elle est passée par les urgences et puis elle est transférée aux soins intensifs. Donc ça fait 4 jours qu'elle est hospitalisée. Alors, cette dame s'est présentée aux urgences le 13 avril pour de la dyspnée, des palpitations depuis 2 jours avec une toux productive, des douleurs abdominales associées. D'après les dires de la patiente, les symptômes auraient débuté il y a 2 mois, mais ils se sont exacerbés depuis 2 jours. Je vais faire un premier commentaire, Malorine. La première chose que je peux déjà te dire, c'est merci pour l'orthographe. On a lu 4 phrases et je n'ai pas encore vu de faute d'orthographe, donc c'est plutôt bon signe. Ah, ça va, ça me rassure. Alors, elle se plaint d'odynophagie lorsqu'elle mange uniquement du solide. Alors, odynophagie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, j'imagine, donc tu vois, la première réaction que j'ai en lisant ça, c'est que la dame n'est pas venue aux urgences en disant « je souffre d'odynophagie ». Est-ce que c'est le cas? Non. Ça, c'est le terme qui a été donné par le médecin ou qui a été diagnostiqué, j'imagine, mais à mon avis, elle se plaint de douleur lorsqu'elle mange après lors du solide. oui, Donc, mais tu vois, comme ici, on est en fait, donc c'est la patiente qui se plaint, elle se plaint pas de ça, elle se plaint d'avoir du mal quand elle avale, ou je sais pas ce que ça veut dire ce terme. Tu comprends ce que je veux dire? ouais, ça veut dire douleur à la déglutition. D'accord, douleur à la déglutition. Mais alors, ça me paraît plus logique de dire elle se plaint de douleur à la déglutition que de parler d'odynophagie. Oh, attends. J'ai eu peur. Excusez-moi, c'est parce que mon fils est sorti promener le chien et il a claqué la porte et ça a fait un grand bruit. Bref, peu importe. Bon, voilà, elle a perdu 40 kilos sur une période de 2-3 mois. Ouais, c'est énorme. Ah, oui, ça me paraît énorme, effectivement. Alors, Malorine, tu vois, quand tu dis ça, Ouais. ce serait peut-être bien que tu nous donnes une valeur de référence de son poids avant et après. Ou au moins, enfin, de savoir, parce que si elle faisait 130 kilos et qu'elle en fait 90, ça va. Mais tu parles de cachexie, donc tu n'as pas une idée de son poids au moment où elle arrive. Comme ça, on peut se faire une idée de son poids de départ. Ben, on n'a pas su on n'a pas pu, enfin, quand elle était rentrée, elle n'a pas été pesée, mais elle doit faire 45 voire 50 kilos, quoi. D'accord, donc ok. Elle n'était pas très épaisse au départ. C'est pas quelqu'un qui est en obésité, quoi, a priori. Après, sur les photos sur Omnipro, Ouais. on voit vraiment la différence, quoi. Ok, d'accord. Est-ce qu'on a... Bon, il y a une première chose qui me vient comme ça à l'idée. Est-ce que plus tard, tu parles de la raison de cette perte de poids? Bah, c'est cette odynophagie, là, rien que ça, qui pourrait expliquer cette perte de poids. À mon avis, ça doit être ça. Comme à mon avis, elle a mal quand elle mange, donc elle doit moins se nourrir. Mais comme elle était intubée, j'ai pas pu vraiment parler avec et en savoir plus, quoi. Et tu vois, moi, n'ayant pas lu son dossier, tout ça, c'est des questions que je me pose en me disant, Ouais. bah, voilà, elle perd 40 kilos sur 2-3 mois, je sais que c'est énorme. Est-ce qu'on a d'abord, la question que je me pose, c'est de me dire, bon, quelle est l'origine de cette difficulté à avaler? Ouais. Est-ce qu'elle a comment on appelle, des ganglions, par exemple, tu vois? Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un truc derrière qui pourrait expliquer ça? Parce que ça paraît vraiment
très, très beaucoup. Enfin, bref. Elle a un antécédent avec, au niveau dentition, une exérèse d'une tumeur au niveau de la mâchoire, si je me trompe pas. Ouais, donc elle a peut-être eu des rayons et tout ça, et ça peut expliquer tout ça. Mais bon, voilà, mais on va découvrir par la suite si on a la réponse à ces questions. Mais en tout cas, c'est ces questions-là que je me pose en lisant les premiers éléments. Alors, donc à son entrée, elle était hypotendue, hein. Ouais. Donc, c'est que tu me dis de tension, 77 de fréquence cardiaque. Alors, 77, ce serait bien de préciser si oui, c'est sinusal ou pas. Donc, tu le dis après, un rythme irrégulier. Est-ce qu'on a l'origine de cette irrégularité? Parce que si c'est de l'AFA, c'est souvent plus que 77 de fréquence cardiaque. Donc, on dit que l'AFA peut être rapide ou elle peut être lente. Oui. Ou alors, qu'est-ce qui peut justifier l'irrégularité? Est-ce qu'elle fait des extrasystoles ventriculaires, par exemple? C'est ça que je me pose comme question. D'accord. Donc 85% de saturation. Alors là, c'est bien de préciser si c'est à l'air ambiant ou bien si elle est arrivée avec le SMUR, par exemple, ou bien si elle est arrivée par ses propres moyens. Parce que pour pouvoir interpréter la saturation, c'est bien de préciser si c'est à l'air ambiant ou si c'est avec de l'oxygène. Parce que si c'est avec de l'oxygène, alors dans ce cas-là, c'est encore plus grave. 35,6 de température. Et elle est normocolorée. Au niveau de la conscience, son score de Glasgow est de 15 sur 15, ce qui signifie que la personne est bien éveillée et consciente, pas de confusion, elle est coopérante, avec des pupilles isochores et isoréactives, signifiant l'absence d'une atteinte neurologique. Ok. Donc tout ça c'est bien, mais j'ai envie de te dire que c'est pas forcément indispensable de le laisser. Tu peux le laisser, c'est pas du tout une erreur, mais ce qu'il y a, c'est que tu abordes un volet neurologique, alors que ce qui amène finalement la patiente, c'est une dyspnée. Oui. Et donc, il faudrait plutôt faire si tu veux, comment je vais dire ça, si tu veux étoffer un peu tes arguments, ce serait peut-être bien de dire que, a priori, donc l'hypoxémie dont elle souffre ou la désaturation dont elle souffre n'ont pas d'impact sur l'oxygénation du cerveau. Ça me paraît plus cohérent que de partir sur, tu sais, l'absence d'une atteinte neurologique. Parce que si tu m'avais pas mis ça, j'aurais pas pensé qu'elle était en train de faire un problème neuro, quoi, puisqu'elle arrive pour de la dyspnée. Alors, il y a une éventration non réductible, un abdomen souple. Cette information-là, d'accord, donc ça veut dire qu'elle a une éventration non réductible. Cette information te vient d'où? Du rapport, mais aussi sur elle, elle a une grosse hernie vraiment qui sort, qu'on voit bien, et elle a aussi une colostomie terminale. D'accord, mais là, à ce stade-ci, je ne le sais pas encore, ça. Hein. D'accord. Donc, plusieurs examens ont été effectués aux urgences, dont une prise de sang qui met en évidence une anémie avec une hémoglobine à 9,4. Alors, des dédimères. Bon, oui. Donc, concernant l'anémie et l'hémoglobine, donc là, en fait, tu ne me fais que relater les résultats des prises de sang, de la prise de sang. La question que je me pose, moi, par exemple, c'est tu parles des dédimères, donc on est bien d'accord que on suspecte une embolie pulmonaire, sinon c'est pas un résultat qu'on coche de façon systématique. Donc ce serait peut-être bien à ce moment-là que tu mets suspicion d'une thrombose veineuse profonde, d'embolie pulmonaire. Sur quel point on suspecte une thrombose veineuse profonde? Parce qu'elle a une altération de la mobilité physique ou elle a des antécédents de chirurgie récente ou... Non, pas que je sache, mais à mon avis, ce serait plus de embolie pulmonaire avec sa dyspnée qui peut être un des symptômes. Oui, d'accord, ok. Mais on est d'accord que normalement, l'embolie pulmonaire, c'est un infarctus pulmonaire. Ouais. C'est censé être associé à des douleurs et ça n'est pas spécialement repris. Maintenant, peut-être que tu peux parler de la suspicion d'embolie pulmonaire en faisant le lien avec l'examen clinique qui a montré des jambes avec une jambe plus grosse que l'autre ou des rougeurs ou tu sais une douleur au mollet. Mais sinon, on se demande un peu d'où ça sort. Enfin bon, je suis un peu tatillonne, mais bon, voilà. Tu me demandes mon avis, je le donne. Alors, une insuffisance rénale aiguë et une créatinine à 13,2. Ouais. Donc, une atteinte au niveau cardiaque, soit une insuffisance cardiaque très probable avec des CPKMB élevés, donc des tropos cardiaques peu probables, insuffisance cardiaque possible. Ouais. Ok. Alors, la question que je me pose, c'est au niveau de l'insuffisance rénale aiguë, tu dois faire un lien avec l'hypotension artérielle. Ouais. Puisque j'imagine que cette dame, elle est arrivée. On peut parler d'état de choc quand elle est arrivée.
parce que peut-être que la suite nous le dira, mais j'imagine que le diagnostic qui a été posé, c'est un choc d'origine, je ne sais pas quoi, mais on ne fait pas une insuffisance rénale aiguë comme ça, sans faire le lien avec le problème de débit cardiaque, hein, comme tu le dis, un lien cardiaque. Alors, on fait une gazo donc, qui montre une acidose respiratoire avec une hypercapnie, un pH à 7,23, une PCO2 à 84. Oui, alors là, je vais tout de suite te dire, il y a un terme que tu dois absolument, à mon avis, mettre dans ce rapport de soins quand tu parles de la gazométrie, c'est la notion de carbonarcose. Ouais. Parce qu'on a une inversion des valeurs entre la PCO2 et la PaO2. Hein. Et donc, et c'est là que quand tu parlais de son état de conscience qui était bon, c'est assez étonnant parce que carbonarcose, par définition, c'est un endormissement lié à une hypercapnie. Hein. Oui. D'accord? Donc là, il faut quand même, je pense, envisager de faire le lien avec cette hypothèse de carbonarcose. En tout cas, c'est ce qui la guette. Maintenant, par rapport à la gazométrie, bon, j'imagine que c'est ce qui a justifié son admission aux soins intensifs. Parce qu'elle ne souffre pas seulement d'hypoxémie, mais elle souffre bien d'une acidose respiratoire. Donc, ça veut dire que les moyens qu'on va mettre en place pour lui venir en aide, l'oxygène ne va pas suffire. Il faut absolument la ventiler. Je suppose que l'avenir nous donnera raison. Alors, l'ECG est effectué pour analyser l'activité électrique du cœur. Et donc, voilà, on a là, quelque part, j'avais raison dans mon analyse de l'électro quand je te disais 77 irréguliers. On est bien sur l'hypothèse d'une fibrillation auriculaire. Tu parles ici de réponse ventriculaire rapide. Excuse-moi, ce n'est pas ta faute. Toi, tu as retranscrit les informations du dossier. Mais là, pour moi, il y a une incohérence. 77, c'est pas rapide pour moi. Ah ouais, c'est pour ça que je me suis demandé, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Et après, en fait, quelques jours après, elle a été... pour CFA, il y a une cardioversion qui a été faite. C'est marqué. Après, elle avait fait une FA lente. Ouais. Mais tu es d'accord avec moi, hein, là, il y a une espèce d'incohérence. Donc, à la limite, qui met en évidence une fibrillation auriculaire. Maintenant, tu vois les liens que je peux faire par rapport à ça, et là aussi, tu peux travailler davantage des liens, c'est faire le lien entre la fibrillation auriculaire et le risque d'embolie pulmonaire. Parce que justement, la complication de la fibrillation auriculaire, c'est le caillotage. Et si le caillot se situe dans l'oreillette droite et qui migre dans le ventricule droit pour aller vers l'artère pulmonaire, ça donne, on a le lien qui nous manquait. Ouais. Tu me suis? Oui, je vous suis. Alors, donc il y a eu un CT scan abdominal donc, par rapport à cette trouble de l'alimentation, sa perte de poids, j'imagine qu'ils ont voulu investiguer. Et donc, le CT scan. Alors là, il y a une incohérence, Malorine, c'est que tu parles de CT scan abdominal et tu me parles d'une cardiomégalie. Donc, la cardiomégalie, c'est le scan thoracique, ça. Ouais, c'est ça, je me suis trompée, ouais. Ouais, donc là, il y a une incohérence. Un épanchement péricardique et un sac hernière au niveau de l'abdomen qui contient des structures digestives. La radio montre aussi la présence d'une cardiomégalie, mais aussi la présence d'un épanchement pleural cloisonné à droite et un épanchement pleural basal à gauche. Tu ne dois pas chaque fois donner la définition, tu sais, je la copie. Ok. Non, mais je me dis peut-être expliquer si j'emploie des termes assez spécifiques. Tu vois, quand je ne le sais pas, c'est bien le premier terme que je t'ai dit, j'ai déjà oublié, machin, mais l'épanchement pleural, ça va. Ouais. Alors, l'écho transthoracique permet de localiser l'épanchement péricardique au regard des cavités cardiaques droites. Là, tu peux ajouter un lien, Malorine, c'est que l'échographie transthoracique, tu dois faire le lien avec la fibrillation auriculaire. Ouais. Et c'est un examen qu'on fait avant de cardioverser. Ouais, pour s'assurer qu'au moment du choc, on n'envoie pas des caillots dans la circulation. Ouais. Alors, un test PCR négatif, donc pour voir si l'origine de tout ça n'est pas liée au Covid. Aux urgences, madame reçoit de l'oxygénothérapie à 1 litre par lunette nasale. Donc, tu vois, là, pour moi, il y a de nouveau une incohérence. C'est-à-dire que tout ce que tu me dis avant me fait penser, donc s'il y a une acidose respiratoire avec une inversion des valeurs, 1 litre d'oxygène, c'est juste pas possible. Et donc, je pense que là, il y a un problème de structure. C'est-à-dire que dans la façon dont tu racontes les choses, donc avant de me parler de son traitement aux urgences, moi je pense que l'oxygène lui a été donné à son admission quand ils ont mesuré sa saturation, d'accord? Et puis après, ils ont investigué, et puis ils ont fait une gazo, et puis ils ont vu l'acidose, et puis ils ont fait autre chose qu'1 litre. C'est pas possible. Donc là, c'est juste un problème de structure. D'accord.
Donc, il y a un aérosol de nébuliprazole et un aérosol de pulmicort, tous les deux utilisés pour soulager la respiration car elle est atteinte de BPC au stade 2. Donc, il ne faut pas mettre entre parenthèses, hein, ça tu peux oublier. Ok. Alors, on donne une ampoule de Burinex, donc en prévention d'un œdème du poumon, car la patiente présente ce jour une décompensation cardiaque dans un contexte d'insuffisance cardiaque. N'oublie pas de faire le lien non plus entre le Burinex et l'insuffisance rénale. Oui. Qui va augmenter le risque justement d'œdème du poumon. Donc, son traitement à domicile, je peux passer ça. Donc, bisoprolol, Burinex, Dafalgan. Alors, quand tu mets Dafalgan pour la gestion de la douleur, tu dois me dire de quelle douleur il s'agit, parce que là, je ne sais pas où elle a mal. Hein. D'accord. Ah oui, c'est peut-être la douleur donc à la déglutition. Mais bon, en même temps, si elle doit prendre donc, des médicaments péros et qu'elle a du mal à déglutir, tu vois, pour moi, c'est bizarre. Mm. Alors, les Fortil pour l'hypotension chronique. Donc, elle souffre d'hypotension chronique, ok, folavite, l'anoxin. Donc, ça veut dire, si elle prend du lanoxin à domicile, c'est que la fibrillation auriculaire est connue au départ. Hein. Oui, c'est ça. Oui, on est d'accord. Le Movicol et alors du Strumazole, ça je ne connais pas, donc hyperthyroïdie sous cordarone, donc ça c'est logique. Spironolactone, diurétique d'épargne potassique. Donc tu vois, si tu me dis qu'elle prend à la maison déjà des diurétiques, c'est que l'insuffisance rénale aiguë, elle arrive sur un fond d'insuffisance rénale chronique, dont tu ne me parles pas. Pourquoi est-ce qu'elle est sous diurétique? Moi, si tu veux, avec ce que j'ai lu, j'arrive à faire des liens, parce que j'ai de l'expérience et des connaissances, mais je n'ai pas l'information qui me permet de comprendre pourquoi elle est sous diurétique à la maison. D'accord. Donc, tu peux m'expliquer qu'elle est connue comme étant cardiaque, que peut-être qu'on fait ça pour soulager le travail du cœur, peut-être qu'on fait ça parce qu'elle est insuffisance rénale connue, mais bon, là, je n'ai pas l'info. Elle n'a pas d'insuffisance rénale chronique. Elle n'en a pas. Non. Bon, alors, oui. Donc, elle reçoit des diurétiques, il faut faire le lien avec autre chose alors. Le tradonal, donc la présence de douleur, le puff, etc. Bon, ça c'est bon. Elle reçoit de la sandostatine tous les mois, donc à la suite de sa fistule entérocutanée en 2019. Donc là, quand tu me formules cette phrase de cette façon-là, tu sous-entends que je le sais déjà qu'elle a une fistule entérocutanée. Ouais, je vois. Et je ne sais pas, je l'apprends. Et donc, tu dois me dire instaurer à la suite de la découverte d'une fistule. C'est des détails, mais voilà, je te dis ce que je peux. Ça va? Tu suis? Tu arrives à suivre? Je ne vais pas trop vite? Non, ça va, je suis. Donc, le médecin des urgences conclut que la patiente a une dyspnée majeure avec tout et acidose respiratoire compensée. Oula! Alors, là, tu parles d'acidose respiratoire compensée. Si je veux être sûre que ce soit juste, tu dois me donner les bicarbonates et tu ne me les as pas donnés. Donc, pour parler de compensation, il faut qu'il y ait une hyperbasie. Et alors, Malorine, puisqu'on travaille l'équilibre acido-basique et l'interprétation des gazométries, tu sais bien que pour parler d'acidose respiratoire compensée, on ne peut le faire que quand le problème est chronique. Ouais. Donc, ça veut dire que cette dame, tu dois faire le lien avec sa BPCO. Donc, en fait, elle a une exacerbation de sa bronchite chronique, qui est exacerbée avec des épanchements pleuraux et tout ça. Mais tu vois, là, c'est forcément faire le lien. Parce qu'une acidose respiratoire aiguë n'est pas compensée, puisque les reins mettent 48 heures pour compenser. Quand tout va bien. Ça marche? Mais il y avait aussi, je trouve, au niveau de tout ce qui est thyroïdie, elle est atteinte d'hypothyroïdie, mais sur un traitement en 2017, cordarone, elle a fait une hyperthyroïdie. Mais elle a un traitement, la TSH, en fait, ça aussi, j'ai du mal à comprendre dans son... Mais écoute, n'hésite pas à poser des questions au docteur. Ouais, d'accord. Ouais. En fait, si tu veux, ne va pas leur demander de t'expliquer toute la situation, mais toi, tu vas avec des questions précises en disant, voilà, j'ai pris le temps de lire le dossier, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre, des liens que je n'arrive pas à faire, et donc tu leur mâches déjà un peu le travail en arrivant avec des questions qui sont déjà préconçues. D'accord, ouais. Ok. Alors, après son passage aux urgences, elle est transférée dans le service de cardiologie pour une surveillance télémétrique. Donc là, il y a un problème de structure, Malorine. Ouais. Parce que là, tout d'un coup, moi, j'ai l'impression qu'elle est en réa, puis qu'elle est en réa pour un problème assez aigu, et puis tu me dis qu'elle va en cardio. Donc là, pour moi, il y a un problème de structure et je ne comprends pas.
D'accord, ok. Ok. Donc là, il faut remettre un peu de l'ordre dans la chronologie, hein. Donc voilà. Alors, on est donc le 14, elle sera transférée de la cardio vers les soins intensifs pour réaliser une ponction péricardique. Donc, ok. Donc là, il faudra remettre de l'ordre, on est bien d'accord. Alors, et là, tout d'un coup, et donc, là, il y a un truc que je piche pas. C'est donc son arrivée en réa se justifie pour la ponction péricardique et pas par l'acidose respi. Allô? Mon micro il était éteint. Bah, si j'avais bien compris, c'était, elle était transférée en réanimation pour sa ponction. Mais je vais essayer de revoir dans mes notes si en fait l'acidose, elle serait pas après en fait en réa parce que une fois en réa, on a mis une VNI qui n'a pas fonctionné et du coup elle a dû être intubée. Donc je vais revoir mes notes et remettre. Donc là, il faut absolument clarifier la situation. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'accord? Donc je passe sur les antécédents. Ça va? Ouais. Ok. Alors, l'évolution. Donc le 14, à son arrivée dans l'unité, la patiente présente une apathie. Donc là, tu vois bien que si elle présente une apathie, quand tu dis qu'elle arrive dans l'unité, tu me dis juste avant qu'elle est arrivée pour faire une ponction, puis tu me dis qu'elle est apathique, elle est marbrée, donc elle est en choc. Ça, c'est une certitude. Ouais. Elle est apathique, donc elle est en carbonarcose, donc ça match avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Un encombrement bronchique, pas d'œdème des membres inférieurs. Donc cette information-là, elle exclut tout simplement l'origine d'insuffisance cardiaque droite, voire globale, puisque l'œdème des membres inférieurs, c'est caractéristique d'une insuffisance cardiaque droite, hein. Alors, des examens bactériologiques sont effectués, sont revenus négatifs. Les examens, c'est des émoques, une analyse du liquide péricardique, un prélèvement d'urine, la biologie met en évidence une hypoplaquétose qui est connue, une anémie, une hémoglobine à 9 et donc une augmentation de l'acide urique. Ouais, ok. Donc, si tu me dis que ce problème-là est connu, il faut faire un lien avec un antécédent alors. D'accord. Ok. Alors, elle avait comme appareillage une voie veineuse périphérique à son arrivée. Elle est monitorisée avec une surveillance de la tension artérielle, saturation, fréquence cardiaque, électrocardiogramme. Donc là, il y a un problème de terme. ECG, c'est l'examen qu'on fait une fois par jour avec la machine. Maintenant, tu ne peux pas dire électrocardiogramme en continu parce que ce n'est pas la même chose. C'est le monitoring de la fréquence cardiaque. Ce n'est pas pareil. D'accord. ECG, c'est quand tu mets les 10 électrodes. Oui, je vois. Je comprends. Okay. Alors, elle présente un choc septique, nous y voilà, d'origine pulmonaire, sans germe mis en évidence, et un choc cardiogénique dû à une décompensation cardiaque, donc associé à une hypotension artérielle, une lactatémie et une thrombopénie. Donc, tout ça est tout à fait logique. À partir du moment où tu parles de choc, ce qui caractérise l'état de choc, c'est l'hypotension, hein. Oui. La lactatémie, bien évidemment, la thrombopénie, et donc là, on a voilà, peut-être une aggravation d'une thrombopénie préexistante qui serait liée, par exemple, à un problème de perfusion des organes, hein, qui interviennent dans la formation des plaquettes. Donc, l'épanchement péricardique est ponctionné. Il donne 600 millilitres de liquide citrin. Et donc, en fait, le liquide citrin, là, il faut me donner une interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Citrin, en fait, je ne sais plus par cœur. Il faudrait que je relise mon cours de pneumo. Mais la caractéristique d'un épanchement citrin, c'est il a une origine bien particulière. Je ne sais plus laquelle, mais là, ça fait partie des questions que tu pourrais, par exemple, poser. Alors, on a un drain péricardique mis en place. Malgré cette ponction, une hypotension artérielle. Alors, ouais, persistante. De ce fait, un remplissage vasculaire est fait avec un polyionique. Alors, là, je vais tout de suite t'arrêter. Quand tu dis un remplissage avec du polyionique 500 en 24 heures, 500 en 24 heures, c'est pas du remplissage. Je me suis trompée, Elle a reçu, je me suis trompée, Ouais, on est d'accord, hein. Du remplissage, c'est quand tu fais couler ça en 1 heure, 2 heures, 4 heures. Mais ici, 500 par 24 heures, c'est pas beaucoup. Et donc, ça, c'est sûrement la perfusion mère qui est à 500 ml par 24 heures. Et voilà, le support vasopresseur est commencé par une sape de Levo, noradré donc sur un truc, ok. Ça, tu dois pas dire comment on prépare la sape, hein. D'accord, ok. Donc je peux enlever? Ouais, tu peux. Alors, par suite, haute vitesse de cette préparation, elle a été changée par une seringue de Levo forte. Ouais.
Et donc là, tu peux aussi enlever la façon dont est préparée la lévo forte. Ok. Ouais. Et alors là, il y a une faute d'orthographe, car sa tension artérielle diminuait toujours. Donc c'est A ici. C'est la première que je vois, c'est bien. Ok. Alors, une SAP de chorotrope a été commencée. Là, il manque un E pour sa décompensation cardiaque. Et alors là, tu enlèves aussi la façon dont c'est préparé. Le cathé artériel a été mis en place au niveau de l'artère fémorale. Alors, tu dis que ça va permettre une surveillance plus précise de la tension artérielle, mais c'est pas vrai. C'est pas ça l'explication. Le cathéter artériel qu'on a mis en fémoral, c'est pour mettre un picot. Elle n'a pas eu de picot. Elle n'en a pas eu? Non, c'est pour ça. Elle n'en a pas eu de picot. Bon, bah alors écoute, la raison pour laquelle on a mis un cathéter artériel alors, en fémoral, c'est juste parce qu'elle a été choquée et Ouais. que c'est plus facile de ponctionner une grosse artère qu'une petite artère. Ça, c'est l'explication. Mais c'est pas plus précis en fémoral. J'ai même envie de dire que c'est même plus problématique en fémoral. Donc si on met en fémoral, c'est qu'on n'a pas d'autre alternative. Pourquoi? Parce que l'accès fémoral est un accès qui présente plus de risques de complications infectieuses. Mais je voulais dire, en fait, c'est le rôle du cathéter, en fait, artériel. C'est pas le site de ponction. Ah oui. Le cathéter artériel, ça permet, en fait... c'est pas clair dans ta formulation. Mais de toute façon, donc en fémoral, le problème, c'est que quand on assied les jambes, par exemple, quand ils ont un cathé en fémoral, ben, l'artérielle devient positionnelle. Tu comprends? Ouais. Et donc, si on le fait, c'est qu'on n'a vraiment pas d'autre choix en fémoral. Donc, le cathéter artériel relié à une perfusion, tu peux enlever, c'est pas nécessaire. Ouais. Et alors, la voie centrale qui est posée, voilà, pour permettre d'administrer le traitement médicamenteux. Bon, là, tu dois pas détailler tout ça. Tu me dis juste qu'on a mis une voie centrale, mais tu vois, il y a un problème de structure de chronologie. Alors, tu dis une détresse respiratoire est apparue. Donc là aussi, bah, c'est une information que moi, j'ai déjà en tête, que tu me donnes quasiment en premier. Donc, tu me redonnes... alors, une PO2 à 82, ce n'est possible que sous oxygène. Donc, c'est qu'elle avait déjà, sans doute. Cette détresse respiratoire est associée à une altération de l'état de conscience. Hein. Donc, c'est bien ce que j'ai dit tantôt, hein, la carbonarcose. Donc, une VNI, qui était la BIPAP. Donc, ça, tu peux enlever. Tu mets VNI, ça suffit. D'accord. Mais ce fut un échec. Donc, oula, PCO2 à 115. Elle vit encore, cette dame? Mais en fait, ce jour, il y avait un problème avec la machine. Attends, parce que j'entends pas bien. T'es avec ton téléphone ou ton ordi? Mon ordinateur. Là, c'est mieux ou pas? C'est pas top, hein? Ah, non, et là, c'est mieux ou... Là, c'est un peu mieux, oui. Ouais, et en fait, ce jour, il y a eu un problème avec la machine de gazométrie. Elle fonctionnait plus du tout. On avait dû aller au labo et ça donnait des fausses valeurs. Et en fait, on s'est rendu compte après avoir vu la PCO2 à 115. Ouais, parce que c'est presque pas viable, ça. Bah ouais, c'est pour ça. Même l'assistante, elle s'est demandé quoi. Ouais. Et donc, la patiente a été intubée. Il faut un E à intuber. Ouais. La taille du tube et la longueur, j'ai pas besoin. Nécessaire. Comment? C'est pas nécessaire de préciser. Bah non, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu dois rendre la lecture agréable. Et donc, les informations qui ne sont pas indispensables à la compréhension de la situation ne sont pas nécessaires. D'accord. Ça rajoute du texte et ce n'est pas nécessaire. Donc, elle est en volume contrôlé. Donc, tu ne dois pas m'expliquer ce que c'est que le volume contrôlé. Ok. Non, mais... Ouais. Oui, mais c'est pour aérer un peu le texte. Ouais, pas de souci. D'accord? FE2 à 30%, pipe à 5. Donc, oui, voilà, tu peux laisser les explications, c'est pas très grave. Hein. Donc, en conséquence de l'intubation, une sédation a débuté, une SAP de déprimant. Donc, voilà, tu ne dois pas non plus mettre sur 50, etc. Donc, sur 5, ça c'est bien. À la suite de l'intubation, une sonde urinaire a été posée pour quantifier et surveiller la diurèse, ainsi qu'une sonde nasogastrique pour réaliser le résidu gastrique et administrer le gavage, car la patiente est sédatée et ne peut s'alimenter elle-même. Toutefois, là, a été difficile car nous n'avons pas pu l'enfoncer correctement dans l'estomac, ce qui a été confirmé par une radio du thorax
qui montre que la sonde est à la jonction de l'œsophage et de l'estomac. Malgré plusieurs tentatives, une gastroscopie est prévue le 15. Donc là, on n'est toujours que le 14. Ouais. Bon, alors, ce que je vais te faire comme remarque, donc, parce que ça fait quand même presque une demi-heure qu'on est occupé, je dirais que ce n'est pas assez synthétique. D'accord. Parce que, tu vois, on est déjà à 5 pages et on n'est que le 14. Ouais. Donc, tu dois faire le tri dans les informations et essayer d'être plus synthétique. D'accord. OK? Alors, le Solucortef, donc instauré car la patiente présente un choc septique. Donc, l'explication du Solucortef, moi, je ne la laisserai pas comme ça. Non. En fait, Ouais. le Solucortef, il est donné pour booster les surrénales, pour Ouais. pouvoir diminuer la dose de l'évo. Mais donc, c'est ça l'explication. Ce n'est pas l'état de choc, parce que le choc, bah, tu mets de la lévo. Et quand tu mets de la lévo à haute dose, de la lévo pure, bah, tu mets du Solucortef pour booster les surrénales et pouvoir sevrer plus facilement la lévo et passer de la lévo forte à la lévo faible. D'accord. Ça marche? Ça va. Donc, Pictazo. Donc, là où je voudrais dire quelque chose, ici, tu peux noter les médicaments, Ouais. mais les justifications, ne les mets pas ici, l'antibio et tout ça, parce que sinon, ça va faire une redite avec la suite, quoi. Donc, tu dis, voilà, antibio, elle a reçu une dose d'amiquin, elle a reçu ça, une Clexane, etc. OK? OK. Bon, le 15. Alors, au niveau respiratoire, donc voilà. Donc ça, c'est pas assez synthétique. Donc, j'ai pas besoin de tout le détail. Dis-moi juste si ça va mieux ou pas. Donc là, tu fais des répétitions. Elle est toujours intubée, d'accord, ok. Les paramètres, bah, ils sont semblables à ceux d'avant, donc c'est pas nécessaire de le repréciser. Toujours sédaté, donc vitesse, analgésie par Ultiva. Voilà. Bon, non, tu peux. Bah, voilà. S'il n'y a rien de nouveau, faut pas le redire, quoi. D'accord, ok. La SVO2, donc là, en fait, il faudra poser la question au médecin. Donc, c'est ça. L'explication, c'est quand on fait une gazométrie sur du sang veineux. C'est vraiment pour voilà, connaître l'équilibre entre le transport et la consommation d'oxygène. Donc là, il manque une petite explication. Et au niveau hémodynamique, elle a une tension artérielle moyenne. Donc, c'est ça qui m'intéresse, moi, la moyenne. Ouais. Sous les veaux fortes à 2,5, chorotrope 4. Donc, voilà. Alors, une gastroscopie est réalisée. Ouais. Donc là, tu te répètes en fait. Hein. Ouais, Donc, mais simplement que la gastroscopie a permis de faire avancer la sonde gastrique, point barre, mais ne redis pas pourquoi on refait une gastroscopie, on le sait déjà. Okay. La biologie montre une dégradation de la fonction rénale, un syndrome, voilà, dans le but d'identifier le germe responsable du choc septique, les examens bactériaux. Bon. Alors, les gazométries montrent la présence d'une hyperoxygénation avec une PO2 supérieure à 100, une anémie et une alcalose métabolique. Donc, alors, je vais quand même vérifier. Alcalose métabolique, c'est effectivement une alcalose. Avec, ouais, c'est bien une alcalose métabolique. Ouais. Et donc là, ça demande des explications. Ça peut être dû à force, par rapport à l'acidose respiratoire qu'on a voulu compenser. Enfin, je me suis posé ça comme question avec l'intubation. En fait, il est tout à fait possible. Il y a quelque chose qui me vient en tête quand je lis ça. C'est ce qu'on appelle le choc de reventilation. Ouais. C'est-à-dire que quand on intube et qu'on corrige une acidose respiratoire chez un BPCO et qu'on corrige trop bien son acidose respiratoire, en fait, après, on obtient une alcalose métabolique qui est liée en fait au fait que les reins, on ne sait pas les corriger, et les bicarbonates, on ne sait pas les corriger. Je ne sais pas si tu me suis. Ouais. Et donc, on induit une alcalose métabolique pour avoir trop corrigé l'acidose respiratoire. Mais bon, les résultats sont corrects. Hein. Ouais. L'interprétation est correcte. Mais je me suis demandé, est-ce que les gazométries, je dois les mettre pour le... Enfin, je m'arrête au 17, là je me suis trompée de la date. Mais non, je dois... moi, j'ai pas besoin toutes les gazos, j'ai pas besoin les chiffres. D'accord, ok. Ça prend de la place et c'est chiant à lire. Bah ouais, c'est pour ça je me suis demandé. Et c'est chiant à faire, toi tu dois mettre un tableau, donc c'est chiant. Ok. Alors, le 16 du 4, bon, à la suite d'un ECG,
Une cardioversion est effectuée dans le but de remettre. Alors, quand tu dis que c'est à la suite d'un électro, moi, je ne pense pas que ce soit ça, parce qu'elle est monitorée H24. Donc, on n'a pas besoin de l'électro pour décider de cardioverser. Ouais. Donc, c'est le fait qu'elle soit monitorée et qu'on voit qu'elle n'est pas sinusale. OK. Ça, de Cordarone, donc ça, tout ça est logique. Présente une arythmie supraventriculaire. Donc là, tu peux enlever la façon dont c'est composé. Et alors, tu mets les éléments importants. Le fait qu'on ait arrêté la sédation, c'est important. D'accord. La FiO2, donc on est passé en aide inspiratoire, ça c'est logique, hein, c'est la suite logique quand on veut avancer dans le sevrage de la ventilation. Et alors, elle a un déficit de perfusion des membres inférieurs. Alors, là, je vais te poser une question. Je me demande si le terme cyanosé au niveau des membres inférieurs est adapté. Parce que, donc, est-ce que c'est vraiment cyanosé ou c'est froid? Ouais, c'était vraiment bleu, limite C'était vraiment bleu? violet, et c'était froid. Mais une fois qu'on touchait, ça se réchauffait assez facilement. Ouais, mais donc là, tu fais le lien avec la lévoforte. Hein, donc ça, c'est le bon lien, il n'y a pas de souci. La biologie montre, bon, bah voilà. Oh. Je n'ai pas besoin les normes chaque fois entre deux. Okay. Dis-moi simplement, bah voilà, que l'anémie, elle s'améliore un peu, que les plaquettes continuent de s'aggraver, mais je n'ai pas besoin des chiffres, pas spécialement. Et alors ici, donc les gazométries du jour, donc ça, tu peux donner simplement en une phrase les résultats. Hein. Et alors, donc, la tension artérielle ayant diminué, une majoration de la sable de l'évo. Les CG montrent un rythme sinusal. Donc, voilà. Okay. Donc, durant la nuit, la sable de déplivant a été remise en route. Bon, tu vois, c'est pas assez synthétique. Ouais. C'est des détails, en fait. Enfin, je te dirais, entre guillemets. Ce qui est important, c'est, tu sais, juste avant de commencer le point 1.2, que tu dises, voilà, tu ne dois pas détailler tout ça, mais tu dis, bon, donc voilà, le 17, jour de mon évaluation infirmière, la patiente est toujours intubée, ventilée, sédatée ou en aide aspi, par exemple, réveillée. Voilà. Tu fasses juste une petite synthèse, comme si tu faisais une photo de la personne en me disant, ben voilà, maintenant on va commencer la suite. Je vous ai expliqué l'histoire de sa maladie. On va commencer la suite. Mais donc, comme ça, c'est comme si j'avais une photo de la patiente. D'accord, ouais. Je n'ai pas besoin de tous les détails que tu me donnes avant. OK. Alors, au niveau des prescriptions médicales, donc, la Clexane, tu dois faire le lien avec la FA aussi. Hein. Ouais, la FA, ouais. Ouais. Donc là, il manque le lien. Barinutrix en prévention des carences. Ça, c'est une justification qui manque de pertinence. Parce que, pourquoi ça manque de pertinence? Parce que ça, c'est une justification formulée telle quelle que tu pourrais reprendre pour tous les patients à qui on donne du Barinutrix. Et donc, ce n'est pas spécifique, donc ce n'est pas pertinent. Ça marche? Ça marche. Alors, le Losec, prévention d'ulcères de stress. Donc, tu peux rajouter à ça, il manque des liens. Tu dois faire le lien avec le Solucortef, la présence de la sonde gastrique, l'alimentation entérale. D'accord? Oui. Là, il faut faire plus de liens. Donc, le Lisox, tu le justifies de façon trop basique. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas spécifique à la patiente. Donc, en fait, ce que je dois comprendre, c'est pourquoi elle reçoit du Lisox. Qu'est-ce qui, dans son explication, dans son histoire, justifie qu'on ait besoin d'éviter une stase bronchique? D'accord? Donc, je n'ai pas besoin des propriétés du Lisox. Ça, je le sais. C'est pourquoi elle, dans son contexte, elle en a besoin. D'accord. D'accord? Donc, les justifications, elles vont toutes être du même acabit. Hein. Donc, en fait, tu dois les relire et les retravailler avec l'idée de dire « je dois être pertinente », c'est-à-dire il ne faut pas me dire que Piptazo, c'est pour une infection, je le sais. C'est elle, c'est quoi comme infection, quel type, etc. La Cordarone, ok. Bon, est-ce que ça va pour les justifications? Tu veux qu'on détaille tout? Non, il faut que je sois plus spécifique. Donc, il faut vraiment que tu retravailles les justifications. Hein. Donc, tu vois, comme paracétamol pour gestion de la douleur, bah, tu dois m'expliquer dans la photo, la dernière photo que j'ai d'elle, où est-ce qu'elle a mal. D'accord, ouais. D'accord? Alors, les autres traitements, l'alimentation, la kiné, ok, kiné respiration. Donc, alors, les examens, ECG, donc protocole du service, tous les matins chez tous les patients. Donc là, tu peux effectivement barrer ta justification qui manque de pertinence. Ouais.
Donc, tu peux, par exemple, partir sur l'idée que la patiente a souffert de fibrillation auriculaire, que la fibrillation auriculaire, il y a un risque de caillotage dans l'oreillette gauche et de migration vers les coronaires. Et donc, comme elle est intubée, si elle a mal, elle ne pourra pas s'exprimer. Et donc, si elle fait un infarctus, on doit faire un électrode tous les jours. Mais ça, c'est une vraie justification pertinente. Tu me suis ? Oui, je vous suis. Je vais faire 2 minutes. Est-ce que Margot, ça va? Oui, ça va. C'est un peu Tu comme... arrives à suivre? Ça t'aide ce que je te raconte ou bien c'est ça? Oui, c'est un peu la même situation, quoi. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui de parcourir tout ton rapport de soins, mais je pense quand même que ce qu'on est en train de faire là va te servir d'une façon ou d'une autre. Hein. Oui, bah, c'est ce que j'allais dire, c'est pas utile parce que moi, franchement, je dois vraiment résumer. Ouais. Trop détaillé. Ouais. Et les commentaires que vous faites pour Malorine, je pense qu'ils sont aussi bons pour moi. Donc, Ouais. Donc, de toute façon, tout est enregistré, donc tu pourras réécouter si tu veux, il n'y a pas de problème. Et puis, alors, ce que je te propose, alors, Margot, comme ça, on ne fait pas durer la réunion trop longtemps, c'est que si donc, tu relis ton ébauche avec les commentaires que j'ai faits, et si actuellement tu as une question, bah, tu m'envoies un mail. Hein, ok, pas de souci. Et comme ça, je répondrai juste à la question, mais ça m'évitera de devoir lire d'autres ébauches. Ouais. D'accord. Je te rappelle qu'il fait beau dehors. Oui. Bon, alors, les données collectées. Ok. Donc là, tu te répètes. Bah oui, mais ça, j'avais du mal parce que j'ai vu dans notre... comment ça s'appelle Ah, j'ai oublié le mot. Mais dans ton anamnèse. Non, on a eu les directives du projet. Ouais, dans les directives, ouais. Il y a une Mais écoute, mais moi, ce que je te demande vraiment, c'est d'être synthétique. Donc, c'est-à-dire que dans cette compte-rendu des données collectées lors de l'évaluation infirmière, donne-moi les infos que je n'ai pas encore. Si c'est pour répéter ce que je sais déjà, c'est pas la peine. Ok. Est-ce que tu comprends? Donc, par exemple, là, c'est bien parce que tu me parles de cette stomie terminale. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas forcément imprimé dans la quantité d'informations que tu avais données. Oui. D'accord? Donc, tu dis, ben voilà, me dire qu'elle est un tube endotrachéal, etc., etc., et qu'elle a une voie centrale, je le sais déjà, une sonde nasogastrique, je le sais, cathéter, je le sais, sonde vésicale, je le sais. La stomie, ben, c'était moins clair dans ma tête. Alors, par rapport aux soins d'hygiène, quand tu me dis qu'elle est dépendante, ben, si elle est intubée, attachée, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Évidemment. Ah oui. Mais c'est logique en plus. Mais... Tout ça est très logique. Les bains de bouche réalisés régulièrement, bon, ça, oui, le tube est changé quotidiennement. Donc ça, en fait, tu es en train de me lister les interventions liées à la présence d'un tube. Je sais tout ça. Tu peux t'abstenir. D'accord. Et tout ce qui est le contexte familial, je peux laisser quand même. Enfin, je trouve ça... Oui, j'ai pas vu encore, mais c'est pour ça, je dis, profite de cet espace-là de ton rapport de soins pour m'apporter des informations que je ne connais pas. D'accord, ouais. Le reste, je sais déjà, donc c'est pas la peine d'en rajouter parce que ça rallonge du texte et c'est pas nécessaire parce que tu te répètes. D'accord? Donc voilà, à toi de faire le tri dans les informations alors, à partir de là, ok? Ouais. Tiens. Alors, on va parler 2 minutes de la toile de raisonnement qui est dans l'autre document, mais donc n'oubliez pas de dater votre date de raisonnement, donc ça c'est ce que tu as fait. Et alors, il faut aussi que vous pensiez à argumenter votre toile de raisonnement sur base de la littérature. D'accord. D'accord? Donc, pour qu'une toile de raisonnement soit pertinente et soit lisible, moi je vous invite à bien faire la différence donc, entre les RC, les DI. S'il y a des diagnostics infirmiers, préciser quel type de DI, bien faire la différence. Et ça, vous avez parfois tendance à confondre. Vous confondez parfois des hypothèses de diagnostic infirmier avec des DI de type risque. Faites bien la différence. Pensez bien à la formulation. Un diagnostic infirmier, donc centré sur un problème de santé, se formule avec des liés décaractérisés par, d'accord? Les RC, c'est avec des quarts, on est bien d'accord.
L'hypothèse de diagnostic infirmier, c'est basé sur des indices présents dans la situation. Et puis, vous avez des DI de type risque, hein, avec les facteurs de risque présents. D'accord? Alors, RC, infection opportuniste, déséquilibre hydroélectrolytique, arythmie car. Ok. Alors, communication verbale altérée, tu peux enlever. Ouais, c'est pas pertinent. Je me suis demandé si elle est intubée. Non, tu peux l'enlever. C'est non pertinent parce que, surtout dans la formulation, tu mets lié à la présence du tube. C'est pas un truc sur lequel tu peux agir, ça. Bah ouais, c'est pour ça que je me suis Donc, dit. Ouais. si vraiment on est dans une phase où la patiente est réveillée et qu'il y a un problème de communication, tu ne peux pas le lier à la présence du tube endotrachéal. Tu dois le lier à un manque d'information de la patiente sur les moyens à utiliser pour communiquer, par exemple. Parce que ça, si c'est lié à un manque d'information, tu peux y remédier. Mais si c'est lié juste à la présence du tube, il ne faut pas le mettre. D'accord. Alors, t'en as mis une chier, hein, des trucs là, t'as pas fait le tri ou bien attends. Bah si, mais il y a des trucs, j'étais pas sûre en fait. Et au niveau des informations, je sais plus si au dernier moment, si ma patiente 17, elle a été remise en volume contrôlé ou non. Et il y avait des trucs comme la diminution du débit contrôlé, je sais pas si... Diminution du débit contrôlé, ça existe pas. Du débit cardiaque, pardon. Si c'est valable pour une AI, mais moi je pense pas parce que c'est en ce moment. Non, je le mettrai pas. Hypotension, alors qu'elle est sous les veaux, là. Parce que tu vois, moi, j'ai plus bien. Le 17, elle est encore sous les veaux. Ouais, elle est encore sous les veaux. Bah, donc, il n'y a pas de risque d'hypotension s'il est sous les veaux. On va dire que ce risque-là est déjà, entre guillemets, pris en charge par le support vasopresseur. Ouais, bah ouais. Donc, la PAVM, ça, bien évidemment. Et alors, il y en a un qui manque. Et donc, j'espère que vous allez faire passer le message aux autres. Si dans votre rapport de soins, vous me faites part d'un patient qui est intubé, ventilé, sédaté, qui a des antécédents de BPCO, vous ne pouvez pas ne pas mettre donc le DI intolérance au sevrage de la ventilation assistée. Soit vous le mettez en hypothèse, soit vous le mettez en DI de type risque. Mais justement, je l'ai trouvé, mais il n'est pas marqué. C'est pas. J'ai trouvé intolérance, mais pas en DI risque. En fait, je sais pas comment formuler. J'allais le mettre. Il existe, mais attends, j'ai pas la lambda devant moi. Ouais, je l'ai vu hier. Ouais, il existe, et donc il existe des grilles. Donc ce DI-là, c'est quasiment obligé de le mettre. Parce que vu le tableau que tu m'as peint de cette patiente, je sais pas, il me semble qu'elle était encore là quand je suis venue vendredi, non? Ouais, elle est encore là. Donc elle n'est pas là de sortir, hein. Enfin, ouais. Elle a une bonne évolution. Ah, bah, tant mieux. Mais bon, je veux dire qu'un BPCO, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas voulu l'intuber tout de suite, qu'on a essayé la VNI. Ouais. Parce qu'un BPCO, une fois qu'il s'accroche au respi, c'est compliqué. Et tu n'as qu'à penser, Malorine, aux patients qu'on a soignés avec sa trachéo, là. Ouais. Hein? Vrai, pourquoi c'est long et fastidieux? Ben voilà. Parce qu'il y a des patients, voilà, qui, quand on leur donne une assistance et quand on doit les sédater, qu'on doit les curariser, tout ça, voilà, il y a une atrophie musculaire qui s'installe. Et donc, en fait, à partir du moment où tu as déjà des antécédents avec des muscles qui sont déjà un petit peu paresseux, si tu donnes 2 jours de sédation ou 2 jours de cura, c'est la catastrophe, quoi. Les patients Covid, c'est ça. C'est pour ça qu'ils traînent, hein, en réa. Ouais. D'accord? Voilà. Donc, ce que je peux te dire, Malorine, et donc Margot en même temps, c'est que vous devez, dans votre rapport de soins, donc faire une toile de raisonnement diagnostique où vous mettez tous les problèmes qui sont interconnectés entre eux, d'accord? Et on est bien d'accord que pour le plan de soins, vous choisissez 3 problèmes. Vous ne devez pas travailler tous les problèmes. On est bien d'accord? Oui. Allô? Non, Oui. moi, Alors, attendez, j'ai encore des choses à vous dire. Donc, n'oubliez pas d'utiliser des grilles. Oui. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un critère de correction qui est important. J'ai de l'expérience pour la correction des rapports de soins, mais chaque année, je vais quand même faire des ateliers pour la correction des rapports de soins avec Madame Gaillet. Et j'ai déjà envoyé un rapport de soins que j'avais corrigé avec mon regard de professionnel du terrain et elle avec son regard de professionnel de la démarche. Et
je peux vous dire qu'elle insiste beaucoup là-dessus. Donc, si on veut de la cohérence dans nos façons de corriger, c'est important que vous preniez aussi ce pli-là, de dire, bon, ben voilà, au niveau des interventions, il faut qu'elles soient adaptées, qu'elles aient été vraiment faites chez le patient, qu'elles soient basées sur de la littérature. Hein. Oui. Que ça ne sorte pas de n'importe où. Alors, pendant que j'y pense, n'oubliez pas que vous vivez un stage qui est un stage qui est riche au niveau des apprentissages, qui est difficile, hein, on est bien d'accord, pour différentes raisons. Et si vous regardez bien votre profil de formation, puisqu'on va devoir en venir à remplir votre feuille de profil, n'oubliez pas qu'on vous demande quand même une réflexion éthique. Oui. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez faire un travail d'éthique, on est bien d'accord. Mais vous ne pouvez pas passer à côté d'un stage comme celui-ci et ne pas me faire part d'une réflexion que vous avez par rapport à l'utilisation de la contention physique chez les patients qui sont réveillés, par exemple. Hein. Je ne sais pas, sur la décision de pousser une pompe de morphine comme on l'a fait, hein, Margot, quand on l'a fait, quand on est venu. Donc, forcément, ça doit faire écho chez vous. Et donc, dans votre rapport de soins, si moi, je regarde les critères de correction qu'on me demande de faire par rapport à votre profil, on me demande justement une certaine réflexion sur les aspects éthiques de votre stage. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Ok. Alors, je vous demande aussi donc de bien, je suppose que vous connaissez quand même bien votre profil de compétences et de bien conscientiser que si vous voulez des CP, il faut dépasser le minimum syndical. Ouais. Hein, d'accord, donc c'est pas juste je remplis une fiche réflexive parce que c'est demandé. Hein. Oui. Remplir une fiche réflexive, c'est faire preuve de réflexivité. Ça veut dire que ça va vous demander un tout petit peu de temps. Et pas juste je fais des objectifs pour dire d'en mettre et je claque ça vite fait comme ça. Et donc, moi, je ne demande qu'à mettre des CP. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'on est un petit peu coincé avec ce profil. C'est que pour dire de mettre des CP, bah, il faut que vous soyez vraiment très bon. D'accord? Donc, ça veut dire que, par exemple, au niveau des initiatives que vous prenez, c'est pas parce que vous prenez des initiatives de commencer les tours ou de les terminer quand il y a une urgence ou des choses comme ça. Ça, c'est ce qui est demandé. C'est normal, ça. Donc, quand on veut valoriser les initiatives, c'est remettre en question un protocole dans votre profil. Hein. Oui. Donc, par exemple, vous pourriez vous dire, ben voilà, moi j'ai été étonnée de voir que, alors que le diprivant est un médicament à risque, comme l'alimentation parentérale qui contient des lipides, je suis étonnée que je ne vois pas le changement de tubulure à chaque changement de pousse-seringue. Je suppose que vous comprenez de quoi je parle. Non, ouais. On ne le sait pas, et pourtant on devrait. Et donc, bah, quand on vous demande de remettre en question un protocole, c'est pas d'arriver avec vos gros sabots et de dire mais enfin, vous faites n'importe quoi. Non, mais c'est simplement de dire bah, voilà, ça m'a quand même interpellé, comment ça se fait qu'on fait ça, ou ça, ou ça, ou ça. Voilà, bah, je vais en profiter peut-être pour chercher un truc là-dessus et pour le partager et pour faire passer le message. C'est ce que je vous dis? Oui. Oui, ça va. Bien. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Non, pas particulièrement. Non, ouais. Donc, moi, je pense avoir fait le job. À vous de me dire... Attends. Voilà, je reviens vers vous. Morgane, vous ne voulez pas allumer votre caméra parce que je ne vous reconnais presque pas, là. Malorine, moi, je t'ai vu 2 fois, donc ça commence à aller. Voilà. Mais alors... Mon Dieu, ah ben voilà, mais Morgane, tu nous suis depuis longtemps? Attends, mais il faut allumer ton micro. Excusez-moi, je suis là depuis le début en fait. D'accord. En fait, je suis arrivée au moment même où j'ai eu L'appel. enfin, oui, l'appel. D'accord. Du coup, j'ai profité de manger en même temps qu'il y avait les commentaires. Donc, tu sais que tout ça a été enregistré et comme toi, tu prends Oui. la même patiente, donc je pense que ça va t'aider. Et donc,
Alors, il faut que tu m'enlèves un doute. C'est Marie Oui. ou c'est Morgane ton prénom? C'est Morgane, mais j'ai l'habitude, on m'appelle toujours Marie. Mais enfin, mais je t'ai appelé Marie toute la matinée. Mais je me suis Mais dit, c'est pas grave, j'ai l'habitude en fait. C'est comme mon deuxième prénom en fait. mais c'est parce que tu sais, en sortant de. Donc, en fait, Margot, tu sais, on s'est vu au restaurant avec ma fille. Et donc, je suis sortie de l'hôpital un peu plus tard et j'ai croisé Madame Cohen. Et donc, je lui ai expliqué qu'on avait travaillé ensemble. Et je dis, oui, j'ai travaillé avec Marie. Elle me dit, Marie, il n'y a pas de Marie. Je dis, si, je l'ai appelée Marie toute la matinée. Enfin, bref. Mais bon, tu peux me le dire quand même. Ben, je vais t'appeler Morgane alors. Mais il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Bon, donc voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à vos besoins, à vos attentes, ce qu'on a fait là tout de suite. Oui, moi en tout cas, oui. 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 Et Margot, du coup, je t'ai confondue quand tu m'as envoyé un mail, je t'ai confondue. Ah, Voilà, après, je me suis dit, ah oui, c'est celle que j'ai vue au restaurant avec Thomas. Et l'autre fille qui était à tes côtés, c'était qui? C'est une C'était fille de... elle est aussi au soins intensifs. Ah, bah, je ne l'ai pas encore vue, c'est qui? Maureen. Ah ouais, bah, je n'ai pas encore travaillé avec elle, c'est pour ça alors. Ok. Donc, les supervisions de la semaine prochaine sont bien maintenues, hein. Morgane, on en avait parlé. Oui. J'ai rendez-vous, mais jeudi. Donc, D'accord. donc, je serai encore là mardi et jeudi. Et puis après, on verra bien. Mais normalement, D'accord. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'urgence vitale, en tout cas. Voilà. Ok. Est-ce que je peux retourner dans mon jardin? Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Regardez, mon maillot de bain, il est là, je vous mens pas. J'ai mis un truc vite fait au-dessus. Bon, à mon avis, il va cailler maintenant. Peut-être que le soleil est un peu moins. Non, il fait encore bon. Il fait encore bon? Bon, Oui. bah alors, je dois en profiter parce que j'ai encore quelques pissenlits là qui tirent un peu la gueule. Il faudrait que je les enlève avant qu'ils se disséminent. Malorine, est-ce que tu as des questions? Non, moi c'est bon. C'est bon? Ouais. On fait comme ça? Restons bien en contact pour savoir exactement, parce que je vous avoue que j'ai pas tout en tête, qui a encore une semaine de stage, qui a encore 15 jours, qui va au projet là, qui n'y va pas. Rappelez-le moi et si je confonds, pardonnez-moi, hein. Non, Pas de souci. C'est bon? On fera Oui. comme ça. Quand vous rendrez votre rapport de soins, n'oubliez pas de le rendre à Moucron, hein. Moi, je ne vais jamais à tourner. D'accord. D'accord? Ok. Madame Coine et moi-même, on partage le même casier. C'est le premier casier en haut à gauche. On est les VIP du casier. Et comme on partage le même casier, vous pouvez mettre dans l'un ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance. D'accord. Ça va? Ok. Ça va. Bon, voilà. Bah, écoutez, je vais pouvoir passer un bon week-end. Maintenant, j'ai fait le job. Je vais bien profiter. J'espère que c'est votre cas, un petit peu, un minimum quand même. Ouais. Je travaille avec qui mardi, vous savez? Moi, Oui. Margot, avec Maureen alors. Alison. Ah oui, Alison, elle, ouais. Faudra la briefer un petit peu parce que vous allez arriver avant moi. Je veux pas qu'elle soit stressée, hein. Tu le diras, Margot, hein. Je lui dirai. T'inquiète pas, elle arrive, mais ça va aller. Et qu'on fasse un pansement de trachéo. Morgane, tu peux témoigner. Finalement, on a fait tout un pataquès Oui. Mais c'est avec Malorine qu'on l'a fait, mais bon, c'est quand même pas si terrible, hein. Ouais, J'ai eu l'occasion de revoir ce matin Ouais. aussi. Donc, si jamais demain j'ai l'occasion de le faire, je demanderai pour le faire. Ouais, ouais, c'est bien. Bah, comme ça, tu vas gagner en dextérité et en confiance aussi pour le patient, c'est important. Bah, aujourd'hui, j'ai travaillé la plupart du temps toute seule, presque. J'ai fait les soins avec les infirmiers. Et ensuite, je demandais Qui travaillait comme infirmier aujourd'hui? Il y avait Marie, Omar, Margot l'après-midi. Ensuite, il y avait Ornella, Julie. Tu sais qu'ils ont quasiment tous été en stage avec moi aux soins, hein. Ah, d'accord. Je crois que un des plus anciens, c'est Richard. Il a encore été dans ma classe, lui. Oui, bah, il travaille cet après-midi. Ouais, bah, donc tu vois, bah, je les ai quasiment tous formés. Hélène et, tout, et compagnie. Tout. Ah ouais, oh. Ah ouais, mais écoutez, j'ai 25 ans de carrière, donc forcément, je peux aller partout dans l'hôpital, je connais toujours quelqu'un, c'est pas possible. Allez, je vais vous laisser en tout cas. Oui, Merci d'accord. pour d'avoir répondu présente et puis passer une bonne soirée, un bon week-end, hein, ça va? Merci Oui. à vous aussi, au revoir. Au revoir.